Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La prochaine élection présidentielle est en préparation en Guinée-Bissau. Le scrutin est prévu pour le 24 novembre et les autorités anticipent déjà la période post-électorale pour tenter d'éviter toute forme de crise dans le pays. Le Rwanda cherche à maximiser sa production de café. Pour ce faire, les autorités multiplient les campagnes de promotion du café fabriqué localement pour inciter les populations rwandaises à consommer plus de denrées produites au pays des 1000 collines. Et le Maracana reprend ses droits en Côte d'Ivoire au lendemain de la fin de la CAN. La 3e édition du super tournoi d'Abras a débuté le 20 juillet. L'occasion pour les jeunes joueurs de démontrer leur talent footballistique aux recruteurs. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, les participants au dialogue politique ont trouvé un consensus après une semaine de négociations. Pouvoir et opposition se sont entendus sur la tenue des élections de 2020, sur la sécurité et la situation sociale du pays. Le calendrier électoral sera donc maintenu avec les élections couplées, présidentielles et législatives en 2020 et les élections municipales se tiendront en 2021. Mais le code électoral devrait subir une légère modification. Il sera intégralement relu après l'adoption de la nouvelle constitution. La Guinée-Bissau se prépare en vue de sa prochaine élection présidentielle qui se tiendra le 24 novembre 2019. Une échéance très attendue dans ce pays qui tente de résoudre la crise politique qu'il traverse avec l'aide de la CEDEAO. Le gouvernement se montre plutôt rassurant concernant l'organisation de cette élection et va même jusqu'à prévoir la période post-électorale pour éviter toute crise. Les explications de Marcel Farba-Maroun. Le 24 novembre 2019, les Bissau-Guinéens se rendront aux urnes pour élire leur président. Un peu plus de 4 mois après des élections législatives plutôt bien gérées, les autorités de la Guinée-Bissau sont de nouveau face à un test grandeur nature quant à leur capacité à organiser un scrutin électoral. Nous avons une commission nationale électorale indépendante dans laquelle tous les partis politiques sont représentés. Tous les candidats, les représentants des candidats siègent. C'est une commission électorale indépendante qui est contrôlée par l'Assemblée nationale. Et pour réaliser le recensement électoral, nous avons une instance gouvernementale. Si l'organisation d'élections en Guinée-Bissau est de plus en plus maîtrisée, c'est surtout lors des périodes post-électorales que les crises sociopolitiques s'installent. Pour éviter de nouvelles tensions, le gouvernement bissau-guinéen s'appuie sur son programme de développement. Adopté en septembre 2014, ses piliers stratégiques se fondent sur la gouvernance et la paix, les infrastructures, l'industrialisation, l'aménagement urbain ou encore le développement humain. Ce programme prévoit essentiellement des grandes réformes de l'État, des réformes du système de la défense et de la sécurité, des institutions, donc l'armée, la police, l'administration publique. Il faut changer les méthodes, il faut changer particulièrement les formes de structuration de ces institutions-là. Il faut améliorer la justice, il faut que ce soit une justice effectivement qui favorise les investissements. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz, dont le mandat a expiré depuis le 23 juin 2019, avait la veille reconduit Aristide Gomes au poste de Premier ministre après des semaines de mésentente avec la majorité issue des législatives du 10 mars 2019 sur le choix d'un nouveau chef de gouvernement. Également dans l'actualité, la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, l'un des plus importants centres de détention du Cameroun, a été le théâtre ce lundi 22 juillet d'un soulèvement de détenus. Près d'une dizaine de coups de feu dissuasifs ont été entendus dans la nuit de ce lundi. Des tirs qui succèdent aux premiers survenus quelques heures plus tôt dans ce même centre. Un important dispositif de sécurité a été déployé autour de cette zone. Les Zambiens protestent contre la corruption. Des centaines de personnes ont manifesté le 20 juillet dans les rues de la capitale. Objectif, exhorter le gouvernement à faire un meilleur usage des deniers publics dans ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Iba Yako.
Des centaines de Zambiens se sont rassemblés samedi 20 juillet dans la capitale Lusaka. La cause, le lancement d'une campagne anti-corruption et contre le pouvoir du président Edgar Lungu. Les manifestants se sont retrouvés devant le Parlement, scandant des slogans et agitant des cartons jaunes. Le président Lunga n'a pas du tout tenu promesse parce qu'il a été élu sur des promesses de la lutte contre la corruption. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la confiance entre la société civile, l'opposition et ce régime est rompue. 80% de la corruption en Zambie vient du secteur public, donc des fonctionnaires, des personnes haut placées, même des ministres. Le futur de la Zambie est prometteur. Ce pays est en train de sortir ou même se réveiller grâce à sa société civile. Laura Miti avait été brièvement arrêtée pour avoir manifesté en septembre 2017 devant le Parlement pendant que le projet de loi des finances de 2018 était présenté. Les manifestants dénoncent notamment l'achat prévu de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers au prix d'1 million de dollars chacun. Nous n'accepterons pas que notre pays soit détruit sous nos yeux. On ne peut pas continuer à avoir une minorité qui s'enrichit pendant que la majorité s'appauvrit. Ce pays est riche, mais le problème, c'est la manière dont il est gouverné. Le président zambien, Edgar Lungu, a été régulièrement accusé de corruption depuis sa réélection en 2016. En janvier 2018, le ministre des Affaires étrangères, Harry Kalaba, avait annoncé une corruption en dénonçant une corruption croissante au sein du gouvernement. Les Rwandais sont incités à consommer local et plus particulièrement à consommer le café fait sur leur terre. L'Office national rwandais s'est lancé dans la promotion de la culture du café, un sous-secteur qui occupe près de 400 000 exploitants. Nélé Claudé-Bessa. L'Office national rwandais pour le développement des exportations de produits agricoles a organisé des campagnes pour vulgariser la culture du café chez les agriculteurs. Une initiative qui vise à promouvoir la consommation locale du café et à accroître la production de cette culture de rente. Le café dont les recettes annuelles d'exportation ont atteint 64,1 millions de dollars en 2017 n'est pas à la portée du Rwandais moyen. La décision du gouvernement viserait entre autres d'assurer cette intégration économique et de réduire tant soit peu l'extraversion de l'économie. Cela signifie que le Rwanda voudrait aussi diversifier les sources de ses recettes d'exportation, de telle sorte que le café ne soit pas la seule principale pourvoyeuse de devises étrangères. Cela permet ou donne au Rwanda la possibilité maintenant d'assurer son intégration économique à partir de l'activité agricole. Bien que le café rwandais soit l'un des meilleurs cafés au monde, sa consommation n'est pas ancrée dans la culture des populations. Cette culture représente une source importante de revenus pour les ménages caféicoles. En établissant un certain nombre de barrières à l'exportation du café, en renchérissant le coût d'exportation du café, les gens vont se retrouver avec des quantités de café qu'ils seront obligés de consommer impérativement. Et ça va rentrer dans leur culture petit à petit, jusqu'au moment où viendra le temps d'alléger plus ou moins ces protections douanières. Le gouvernement rwandais déploie des mesures d'accompagnement en faveur de près de 400 000 cultivateurs de café. Un programme a d'ailleurs été mis en place par l'Office national rwandais pour le développement des exportations de produits agricoles afin de booster les exportations de café vers une croissance moyenne annuelle de 29%. Le Maracana est un sport similaire au football très répandu en Côte d'Ivoire. Il a permis à plusieurs vedettes du football ivoirien de lancer leur carrière footballistique. La 3e édition du super tournoi d'Abras devrait permettre à près de 400 jeunes joueurs d'être vus par des recruteurs. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Considéré comme le mondial du Maracana au petit poteau à Abidjan, le super tournoi d'Abras met aux prises pour sa 3e édition 32 équipes durant 45 jours dans la commune d'Adjamé. De nombreux recruteurs et anciens internationaux sont présents pour assister aux 63 matchs prévus. Nous tous, on a commencé par là. On a commencé à jouer des Maracana dans des tournois. C'est là qu'on nous a dénichés. Après, on est allé à un niveau supérieur. On s'est retrouvés dans des clubs parce qu'il y avait des recruteurs qui venaient nous prendre pour nous amener au Stella, au Stade, à la SEC et à l'Africa.
1 but partout. C'est le score final du match d'ouverture disputé le 20 juillet 2019 entre Cité Rane, champion en titre en jaune et vert, et FC Français de Mosicro en orange et noir qui participe pour la première fois à ce tournoi. On a mal débuté le match, mais après on est rentré dans nos matchs, on a joué, on a marqué, on est tombé dans l'euphorie, ils ont égalisé. Notre président il m'a dit non qu'ici il y a des recruteurs, raison pour laquelle il dit qu'il vient tenter ma chance ici cette année. On doit gagner les autres matchs, sinon on ne peut pas remporter le tournoi. On est venu également pour remporter le tournoi, on n'est pas venu pour figurer. Très répandu en Côte d'Ivoire, le Maracana est un sport similaire au football, mais qui se joue à 6 ou 7 sur une surface réduite et sans gardien de but. Aruna Dindane, Seydou Doumbia sont entre autres des vedettes du football ivoirien révélées au monde grâce au Maracana. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.